quel dispositif mobiliser pour quel projet professionnel? Alors, je vous propose effectivement d'aborder les dispositifs à l'initiative de l'employeur. Et on va commencer par le bilan de compétences, et donc je vais passer la parole à Virginie Cherrier. Plan de développement des compétences. Plan de développement des compétences. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, à l'initiative de l'employeur, le plan de développement des compétences depuis le 1er janvier 2019, qui remplace le plan de formation. Avec la réforme, l'action de formation a été redéfinie, à savoir comme un processus pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Cette définition, en fait, permet vraiment d'élargir à des nouvelles modalités pédagogiques, telles que la FEST, l'action de formation en situation de travail, et également la formation à distance. Dans cette réforme également, eh bien, les catégories d'action ont été revues à la baisse. Là où avant, on listait une quinzaine de catégories d'action, aujourd'hui, on en a 4. Donc l'action de formation, les bilans de compétences, les actions liées à la VAE et les actions d'apprentissage. Avant la réforme, on parlait du besoin de formation. Aujourd'hui, on parle du besoin de compétences. Je vais vous présenter, par rapport au plan de développement des compétences, ce qui ne change pas et ce qui change. Donc d'abord, ce qui ne change pas, eh bien, c'est le fait que le plan de développement des compétences matérialise toujours les actions de formation qui sont à l'initiative de l'employeur, donc au bénéfice de ses salariés. L'obligation de formation pour les entreprises, donc, qui est maintenue tous les 6 ans pour ses salariés, et également en ce qui concerne l'information et la consultation des représentants du personnel. Ce qui change suite à cette réforme, eh bien déjà le terme, hein, vous l'avez remarqué, donc le plan de développement de compétences qui remplace le plan de formation. On ne parle plus de la catégorisation des actions de formation et également eh bien, la formation hors temps de travail qui a été plafonnée à 30 heures par an et par salarié, hors accord. Également la suppression de l'allocation de formation sur la formation hors temps de travail. Concernant les financements du plan de développement des compétences, actuellement, depuis 2019, toutes les entreprises contribuent et seules les entreprises de moins de 50 salariés sont bénéficiaires sur ce dispositif plan de développement des compétences. C'est les indicateurs en fait, fixés par France Compétences et les branches professionnelles qui définissent les règles. En 2019, France Compétences a décidé d'affecter 10,7% de la contribution obligatoire de l'ensemble des entreprises au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, eh bien, il y a soit ce qu'on appelle des accords conventionnels, c'est-à-dire que les entreprises, certaines branches imposent en fait un versement complémentaire qu'on appelle une conventionnelle, qui leur donne la possibilité d'avoir accès à des fonds pour le financement du plan de développement des compétences et également du versement volontaire, c'est-à-dire c'est de l'autofinancement à travers l'OPCO. Les OPCO ont la possibilité de cofinancer en fait certains projets. Donc on a des partenariats avec la Directe, avec la région, avec l'Europe ou encore avec l'ATPRO, Association de transition professionnelle. Je laisse la parole pour l'alternance. Attends, parce que tu as passé un peu les diapositives. Alors, on peut dire qu'effectivement, sur la diapo, pour revenir sur la diapo, on vous parle de l'attribution de la contribution, enfin des 10,7% en 2019, parce que ça peut effectivement évoluer d'année en année. Hein. C'est une enveloppe globale qui est redistribuée et suivant une politique particulière de l'État. Donc, je laisse la parole à Dominique Andrew, qui va vous présenter donc les dispositifs de l'alternance, les 3. Alors, de manière extrêmement succincte, parce que vous êtes invité, je pense, à participer à une rencontre organisée par le CARIFOREF sur le sujet, hein, sur les dispositifs de l'alternance. C'est le sujet de la rencontre, donc qui aura lieu le 4 décembre, où les choses seront quand même expliquées un peu plus largement. Plus en détail, en tous les cas. Détail. Bon, de toute façon, c'était 2 contrats qui existaient déjà, hein, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, avec le contrat pro qui s'adresse surtout à des premiers entrants au niveau de l'entreprise. Donc des jeunes, les âges n'ont pas changé pour le contrat pro, ont bougé pour le contrat d'apprentissage,
avec certains publics qui sont éligibles. C'est un petit peu la réponse que l'on a apportée tout à l'heure concernant les personnes qui veulent reprendre ou créer une entreprise. Ensuite, au niveau des employeurs, le contrat pro, c'est uniquement des entreprises de statut privé. Par contre, le contrat d'apprentissage peut être signé dans des entreprises qui relèvent également du secteur public. Ah, c'est moi qui la zapette. Par contre, je vois des personnes photographier le PowerPoint. Je pense qu'il va être mis en ligne, hein, je crois. Ça sera plus agréable. Non, parce qu'il est clair, là. Bon, au niveau des qualifications visées, alors, chose très importante par rapport à la réforme sur l'apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, il y aura une entrée et sortie permanente. Effectivement, avant, nous étions quand même contraints par des calendriers, puisqu'on ne pouvait pas signer de contrat d'apprentissage après le mois de décembre. Aujourd'hui, entrée et sortie permanente. Bon, au niveau du contrat pro, ça n'a pas bougé. Voilà, les durées non plus, c'est toujours de 15 à 25% pour le contrat de professionnalisation. Ça a un petit peu augmenté pour l'apprentissage, mais sur la période, on le verra tout à l'heure. Excusez-moi, j'arrive mal à tout gérer là. Il va falloir que j'augmente mes compétences là-dessus. Alors, l'évolution du contrat de professionnalisation, donc augmentation de la durée du contrat, puisqu'il peut être porté à 36 mois, contre 24 préalablement, mais pour des publics prioritaires et déterminés. Bon, renforcement de la mobilité sur l'étranger, avec des échanges par rapport à ça. Possibilité, mais là j'insiste, parce que ça dépend des branches professionnelles et des décisions qu'elles apporteront aussi à ce niveau-là, de suivre des formations non certifiantes. Mais chaque branche sera souveraine en la matière. Et bien entendu, ce que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est les blocs de compétences donc, qui pourront être préparés de manière un peu isolée en tant qu'objectif de qualification. Et après, on compacte tout et on obtient sa certification. Bon, que le salarié ne supporte aucun frais, c'était le cas précédemment, de toute façon. S'il y avait un reliquat, le salarié n'a pas à payer ou à s'engager dans un financement de formation. Et effectivement, donc la FOAD, sinon ça ne change pas vraiment. Et au niveau du contrat d'apprentissage, alors ma zapette. Bon, déjà l'âge, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à 29 ans au lieu des 25 initialement. Un peu plus d'ailleurs pour certains publics. Là où j'insisterai, je crois que la grande évolution, c'est, monsieur en parlait un peu tout à l'heure, c'est la modalité de création des CFA, puisqu'aujourd'hui, tout organisme de formation, dès lors qu'il rentre son activité, qui modifie ses statuts, peut devenir CFA. Voilà. Au niveau du 1er janvier 2020, les OPCO instruiront tous les contrats d'apprentissage. Aujourd'hui, nous n'instruisons que les contrats signés avec les OF devenus CFA ou dans des CFA qui n'ont pas de formation conventionnée région. Dans ce cadre-là. Voilà, alors là, un exercice un petit peu difficile, c'est vous parler de la proa. Puisque la proa s'adresse donc à des salariés et leur permet, par une formation en alternance, d'acquérir à une certification. Ça peut être pour objectif de changer de métier, mais changer de métier au sein de la même entreprise. Ce n'est pas changer de métier pour aller chez quelqu'un d'autre. Alors, les formations éligibles, il y a des choses qui ont été modifiées tout dernièrement, et notamment là où on n'est pas tout à fait clair, enfin, ce n'est pas consolidé aujourd'hui, c'est toutes les certifications professionnelles
qui seront définis par accord de branche et pour lesquels il devra y avoir des extensions. Donc là-dessus, les branches commencent à travailler, mais sincèrement, vous donner une information définitive, on n'en est pas capable vraiment aujourd'hui. Bon, la VAE peut être préparée dans le cadre d'une PROA, ainsi que les formations compétences CLEA. Quels sont les salariés concernés? Donc, c'est des salariés en CDI ou alors en contrat unique d'insertion. Mais également, ça vient d'être ouvert justement aux salariés qui sont en activité partielle, suite à une mise en activité partielle au sein de l'entreprise. Voilà, donc logique d'alternance, et il y a un tuteur désigné par l'entreprise qui est obligatoire justement pour suivre l'accompagnement du salarié qui se forme. Et il y a une possibilité de suivre la formation en dehors du temps de travail, dans la limite toujours des 30 heures qu'on vous répète régulièrement, tant au niveau du plan de développement de compétences, qui sont donc le quota autorisé par an. Dans les choses également importantes à souligner, quand on établit une PROA, il faut faire un avenant au contrat de travail. Donc il y aura un document CERFA édité par la DGFP, le ministère du Travail. On attend les éléments par rapport à ça. Mais on est bien sur un avenant pour convenir de ces modifications avec le salarié. Alors, le dispositif donc, de préparation opérationnelle à l'emploi, Inès. Alors pour le coup, on a vu jusqu'à présent pas mal de choses qui ont été modifiées et donc l'impact de la réforme. Ce dispositif qui est le dernier de la période opérationnelle emploi n'a pas vraiment été impacté par la réforme. Le circuit de décision avait déjà été modifié il y a quelques années, donc on va dire que c'est un des dispositifs qui n'a pas changé. Ce dispositif existe depuis une dizaine d'années. Il perdure, il donne des résultats intéressants en termes de placement et donc on peut s'attendre à ce qu'il ait une longue vie. C'est un dispositif qui permet de faire une formation préalable à l'emploi. Son objectif est l'emploi. Donc sur ce qu'on peut en dire et sur ce qui a été modifié, c'est le circuit de décision et donc la provenance de l'enveloppe financière. Donc c'est bien dans le cadre du plan d'investissement compétences. Donc c'est France Compétences qui va attribuer une enveloppe financière et confier le suivi de cette enveloppe financière à nos partenaires Pôle emploi. Et chaque OPCO qui souhaite se positionner sur ce dispositif négocie annuellement une convention auprès de Pôle emploi. Un interlocuteur est caché derrière qui n'apparaît pas directement, mais qui est de plus en plus prégnant, puisque les OPCO négocient en fonction des besoins en compétences qui remontent des branches et font une programmation qui est diverse. Elle peut être annuelle, semestrielle ou à flux tendu. En aucun cas, cette période opérationnelle emploi ne doit intervenir en concurrence avec le programme régional qualifiant. Et c'est là où on a encore quelques difficultés de calage qui devraient se fluidifier, en tout cas pour l'année qui arrive. L'année 2019 a été un petit peu compliquée sur des actions programmées qu'on n'a pas pu mettre en œuvre en raison d'actions sur le même territoire et les mêmes compétences positionnées sur les bassins. Voilà, c'était juste un petit préalable pour situer dans quel cadre de décision on se trouve. Donc sur la période opérationnelle emploi, on a deux déclinaisons. Une période opérationnelle emploi individuelle. Je suis une entreprise, je recrute, je ne trouve pas ma compétence. Je fais appel à mon partenaire Pôle emploi qui met en place une convention qui me permet de former mon salarié.
Sur les périodes opérationnelles collectives, dont un certain nombre d'entre vous connaissent les modalités, on est plus sur la réponse d'une branche, sur des métiers en tension. Donc c'est plutôt un collectif d'entreprises qui répondent à un besoin de compétences sur un territoire donné. Pour le demandeur d'emploi, puisqu'il s'agit bien de former des demandeurs d'emploi, c'est un accès direct à l'emploi et le delta de compétences qui lui manque pour accéder à cet emploi. Si on compare les deux dispositifs, en fait, il y a beaucoup de modalités de fonctionnement qui sont identiques. C'est le même public. Il suffit d'être demandeur d'emploi, donc d'avoir un numéro IDE. Il n'y a pas de condition d'ancienneté, mais c'est bien Pôle emploi qui valide les candidatures. D'un côté, c'est une candidature qui répond à une offre référencée que l'entreprise a déposée préalablement. Donc, qui a pu permettre à Pôle emploi de vérifier si la compétence était disponible et si elle n'est pas, d'activer sa convention de POE individuelle. De l'autre côté, c'est une modalité donc, collective. Ce sont nos adhérents, OPCO, qui nous font remonter un besoin. Et c'est les OPCO qui mettent en place la partie administrative de mise en œuvre après avoir validé auprès des décisionnaires qu'on peut bien lancer cette action. On est sur des modalités de groupe par opposition à la POE individuelle. La POE collective est forcément réalisée par un organisme de formation datadocké référencé par l'OPCO financeur, alors que la POE individuelle peut être réalisée par un organisme de formation, mais également par un tuteur. Les objectifs de formation sont les mêmes, c'est former pour aller vers l'emploi. Et elle peut introduire une partie sur les savoirs de base. La durée est la même dans les deux cas, on peut aller jusqu'à 400 heures. Ça dépend, c'est vous, organisme de formation prestataire, qui définissez en fonction des prérequis, des candidats sélectionnés, la durée qui peut aller donc jusqu'à 400 heures. Nous n'avons pas souhaité donner le détail des modalités de fonctionnement des OPCO, puisque chacun a des modalités et des règles de déclinaison de cette POE spécifique. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, certains ont la capacité de négocier un appel d'offres annuel. Donc vous recevez ces appels d'offres, d'autres c'est au trimestre, d'autres c'est en flux tendu au fur et à mesure que les besoins remontent. Certains OPCO proposent une prise en charge pour les entreprises de moins de 50, d'autres ne le présentent pas. Donc ce qui est important de savoir pour vous prestataires, c'est que ces règles peuvent évoluer puisque c'est nos commissions paritaires qui les décident. Et donc c'est important que vous puissiez faire remonter les demandes auprès des conseillers OPCO qui sont vraiment là pour accompagner les entreprises. Vous l'avez vu, c'est compliqué d'avoir une information fiable actuellement. Donc on compte sur vous, notamment sur ces dispositifs-là. Voilà ce que je peux vous présenter de façon synthétique.